Nous avons notre invité ici avec nous, Iman Konaté. Et aussi, nous avons sur la ligne quelqu'un depuis en Haïti, c'est notre confrère Patrice. Patrice, comment ça va? Oui, Ouais. ça va très bien, merci, merci Jean-Mario. Je salue également notre confrère à tous, Konaté qui est en studio avec toi. Je salue particulièrement toute la communauté haïtienne qui vit à New York, à Manhattan précisément. Donc c'est un plaisir et un véritable honneur pour moi de pouvoir intervenir sur les ondes de cette station de télévision et particulièrement cette émission, Les couleurs culturelles. Ah, bouillon culturel. On parlait de la corruption en Haïti au niveau du Parlement. Comment toi tu conçois ça, cette corruption au Parlement haïtien? Je crois que personnellement, en tant que journaliste, il serait très peu délicat de ma part que d'émettre mon opinion personnelle. Toutefois, je me contenterai de dire que ce sont des rumeurs qui ne datent pas d'hier et depuis pratiquement, ça fait plusieurs législations déjà, que des bruits courent, des bruits de corruption courent sur certains personnages au Parlement haïtien, un Parlement qui est bicéphale avec deux branches, une chambre basse, communément appelée chambre basse, la Chambre des députés, et le Sénat de la République. Une corruption qui, la plupart du temps, est dénoncée pratiquement par les secteurs, notamment les gens qui sont dans la société civile, qui ne cessent de dénoncer pratiquement des scènes de corruption et des situations dans lesquelles on estime que les parlementaires, en plus de ce qu'ils touchent plutôt comme salaire mensuel, ils sont peut-être, ils bénéficient d'autres privilèges qui ne fait qu'aggraver le fossé qu'il y a ici en Haïti, le clivage entre les gens aisés et ceux qui sont dans les classes les plus défavorisées. Tout ça vient d'argent, vient des caisses de l'État. Et si nous tenons compte du nombre de l'effectif de parlementaires qu'il y a en Haïti, avec un peu plus de 130 députés et une trentaine de sénateurs, donc ça fait vraiment, ça peut porter un coup dur, ça peut porter préjudice au budget national, un budget qui est pratiquement déjà réduit et sur lequel on est en train de travailler au quotidien pour voir dans quelle mesure on pourrait allouer des fonds un petit peu plus considérables à des secteurs clés comme l'éducation, comme la santé, voilà, comme l'énergie ici en Haïti, un pays où le problème de l'électricité n'est toujours pas résolu. Parce que je pense que les émeutes du 6 au 8 juillet, ces émeutes ont permis à la population de savoir beaucoup de choses qui se passaient dans les coulisses. C'est ce bras de fer justement qui a fait sortir, je peux dire au grand jour, cette information qui faisait croire que justement l'État haïtien affermait pour le compte du président du Sénat, le premier personnage du Parlement, et notamment du Sénat de la République, une maison estimée à $8 000 US par mois, ce qui totaliserait en gourde près de $8 000 US par mois. Près de $8 000 US par mois. Oui, par mois, qui totaliserait au fait, qui avoisinerait entre les 7 millions, je crois, de gourdes. Les 7 millions de gourdes, là. Mais je ne crois pas que le président du Sénat n'est pas le seul, parce que lui, il a dit qu'il n'est pas le seul, que l'État décaisse également de l'argent pour donner aux ministres, pour chaque ministre du gouvernement, parce que chaque ministre du gouvernement bénéficie d'une seconde maison qui est évaluée à près de $6 000 américains. Absolument. Alors que le pays est très, très pauvre. C'est un pays très, très pauvre, justement. Un pays pratiquement dans lequel les gens vivent dans, je sais pas, dans toutes sortes de privations. Les gens ont des difficultés très sérieuses. Il y a toute de parts entières de la population qui vivent dans une misère chronique. Et donc, on pense que le moment est vraiment très mal choisi pour nous, Haïtiens, un pays comme celui-là. Un pays où il est vraiment très difficile pour les citoyens de joindre les deux bouts de la corde. On ne peut pas se payer ces genres de luxe, on ne peut pas se payer ces genres de confort. Moi, je pense que, là je te donne mon point de vue personnel, je pense que c'est un peu excessif et que vraiment, l'État haïtien devrait essayer d'appliquer une politique un peu plus austère pour faciliter, n'est-ce pas, que l'argent de l'État, l'argent des contribuables ne serve pas à enrichir davantage un petit groupe d'individus ou encore à leur permettre de vivre dans du luxe au quotidien, mais que vraiment l'argent de l'État serve une cause juste, une cause plus noble, qui est celle de toute une population
qui est vraiment nécessiteuse aujourd'hui. Intervention n'a bien un ministre l'a touché. Alors, chaque ministre a ramassé et pas yo. Premier ministre, on parle de corruption et c'est corruption qui toujours qui source problème pays d'Haïti, c'est ça lié. Seul ça me connaît. Si tout bon vrai, vous voulez combattre la corruption, si tout pouvoir est d'accord pour faire ça, j'ai l'impression qu'il faut construire une prison 400-500 000 personnes pour députés, sénateurs, juges, tout le monde. Et j'ai l'impression tout. Je vous parle, c'est comme c'est Willow Joseph qui a parlé. Si c'est tout bon premier, ça demande pour construire un petit cimetière moderne. Parce qu'en Haïti, il y a un problème. Et pas rien. On n'a pas arrêté les gens pour arrêter mettre en prison. Mais gain de nègres, on ne peut pas ni arrêter ni exiler. Au Caraïbe, venir ici, sans me battre une page d'histoire. Reste derrière. Moi, je connais ces députés, ces sénateurs, c'est un ensemble de gros nègres qui volaient tout l'argent. Dans la commission, elle est député. Et moi, je moi, je dis, les gens qui plus volent l'argent, ça tout. Ce n'est pas seulement la motte, l'autre, mon diplôme, non. Ou gagner un lot députés. Moi, je dis, ce n'est pas seulement mon diplôme, non. Moi, je dis que, bon paquet de députés, bon paquet de sénateurs, les a mariés, et zèle a poussé pour le vol. Qui donc? Il y a l'opposition qui demande le départ du président Jovenel Moïse. Est-ce que tu penses que l'opposition, les partis politiques de l'opposition qui se regroupent au sein du secteur démocratique, ils ont les moyens de leur politique? Écoutez, là, je vais essayer je vais essayer de répondre le plus objectivement possible. D'un point de vue personnel, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons malheureusement, je dis ça parce que justement, je déplore un peu que l'opposition dont nous sommes en train de parler ne soit pas suffisamment forte pour mener une action qui serait susceptible de renverser le pouvoir en place, de renverser le président Jovenel Moïse. Toutefois, il existe une opposition qui ne cesse à longueur de journée de dire que le président Jovenel Moïse ne fait que renforcer la politique, une politique inadéquate, inappropriée que son prédécesseur Michel Martelly avait déjà commencé à partir de 2011. Donc ils sont unanimes à reconnaître que c'est tout le système qui doit changer, et parlant de tout le système, le président Jovenel Moïse qui est censé partir pour eux. Cependant, je pense que nous sommes en train de faire face à une situation beaucoup plus urgente parce qu'il y a un gouvernement démissionnaire à remplacer. Est-ce que tu penses aujourd'hui l'un de ces personnages peut vraiment résoudre le problème d'Haïti? Il y a pas mal de dossiers qui sont très urgents, qui souffrent, si je peux le dire de cette façon. Et donc il serait de bon ton que toute l'équipe, que le président de la République, ses conseillers, les deux branches du Parlement s'entendent vraiment sur le choix d'un individu qui puisse vraiment refléter d'abord la politique et l'ensemble des projets du président de la République, mais vraiment un Premier ministre qui soit bien conscient de l'énormité des défis qui l'attendent et qui soit à la hauteur avec bien sûr des particularités comme être l'homme de tout le monde, faire l'unanimité et pouvoir concilier tous les secteurs et tous les intérêts. Nous avons vu qu'après les émeutes du 6 au 8 juillet, nous avons constaté que la classe politique avait appelé à des manifestations, mais malheureusement, ces manifestations n'ont pas fait recette. Et certains observateurs pensent qu'il y a que la population se méfie de cette classe politique. Est-ce que tu partages l'idée de ces observateurs qui pensent que la population ne fait plus confiance à cette classe politique et qu'on a tendance et qu'on a besoin d'une nouvelle génération pour faire la politique en Haïti? Tout à fait. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, qu'il faut vraiment une nouvelle classe, qu'une nouvelle classe politique émerge dans ce pays, parce que, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est pas mon avis personnel, mais c'est plutôt l'avis de plusieurs secteurs au niveau de la vie nationale qui croient que avec des personnalités comme celles qui sont là sur le terrain, sur l'échiquier politique, on ne peut pas faire un bond en avant, on ne peut vraiment pas sortir de ce marasme politique, qu'il faut vraiment qu'il faut un nouveau leadership et qu'un nouveau leadership émerge et vraiment prenne une rêne et fasse la politique différemment
Et parce que là, justement, nous sommes enfermés comme dans un labyrinthe, un cycle de politique aérienne, si je peux le dire, et on a vraiment besoin de faire la politique différemment. On a besoin qu'un souffle nouveau voilà, soit insufflé à la classe politique haïtienne. Mais malheureusement, on a vraiment besoin. Mais malheureusement... C'est aussi parallèlement ce qui, par ricochet, si je peux le dire de cette façon, c'est aussi ce qui est à la base de toute cette inquiétude ou encore de toute cette méfiance de la population par rapport au mouvement dit de l'opposition qui serait susceptible de renverser le pouvoir en place. Les gens sont méfiants, ils sont de plus en plus méfiants, ils ne font pas confiance aux politiciens et ça on peut le comprendre parce que l'histoire est là pour en témoigner. Les 30 dernières années n'ont pas été très fructueuses pour Haïti d'un point de vue politique et il y a pas mal de déceptions pour des personnes qui sortent le plus souvent lorsqu'il y a des élections, qui sortent voter et qui sentent à chaque fois que les discours, les promesses politiques ne sont pas honorées, les discours ne sont pas tenus. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Patrice. C'était Patrice, notre confrère. Merci beaucoup, Patrice, depuis Haïti, notre confrère de Radio Caraïbe. Parce que c'est ce même problème que nous confrontons en Afrique. On parlait tout à l'heure du problème de la corruption en Afrique. Pourquoi en Afrique ça ne peut pas se résoudre alors que le continent africain est l'un des continents les plus riches? Oui, si ceux qui sont à la tête du gouvernement, si c'est la même qui a mené la corruption, il serait dur pour nos populations en Afrique, les citoyens africains, tu vas détourner d'où à la corruption. C'est ceux qui sont à la tête, c'est ceux-là même qui gouvernent. Chaque fois qu'ils viennent au pouvoir, avant d'être élus, ils mènent un combat clair, dur contre la corruption. Mais une fois qu'ils sont élus, c'est fini. Et même, ils deviennent les patrons de la corruption. Mais pourquoi ils deviennent les patrons de la corruption alors qu'ils menaient une politique contre la corruption? Parce qu'ils savent très bien qu'ils jouent avec la mentalité de nos citoyens, les citoyens en Afrique. Pourquoi ils jouent avec nos mentalités? Parce qu'ils savent aujourd'hui ce que la nouvelle génération a besoin. On souffre. Nos enfants, nos parents meurent sur l'eau aujourd'hui. Ils ont tous quitté l'Afrique. Ils veulent joindre l'Europe pour une vie meilleure. Alors, ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dans l'eau. Il y en a qui passent par la forêt, le sable. Et finalement, tu vois des corps jetés partout. Maintenant, pour que tu sois élu, quand tu mènes un combat dans tes discours contre corruption, sûrement les gens vont voter pour toi, alors que lui, il a un programme dans sa tête. Le programme qui montre, qui donne à la population, c'est contrairement à ce qu'il pense. Voilà tout le problème. Est-ce que tu penses exactement qu'on a besoin d'une nouvelle classe politique en Afrique? Mais bien sûr, comme en Haïti, il faut laisser la chance aux nouvelles générations alors de prendre la tête des choses en Afrique. La France a essayé, aujourd'hui ça va. Les autres Européens, ils sont sur le même chemin. Avec la nouvelle génération, pourquoi pas nous? C'est vieux, on n'est pas contre eux. Mais tu vas trouver parmi eux qui ont la double nationalité. Alors, tu penses que le problème de la double nationalité constitue un problème majeur en Afrique? C'est pour cette raison que l'Afrique ne peut pas se développer. Mais bien sûr, ils viennent pour s'enrichir. Ils ne veulent pas avec la population. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne ressentent pas au fait nos problèmes sociaux et nos problèmes de la vie actuelle. Et ils sont venus pour s'enrichir. Ils sont venus pour leur famille. Ils sont venus pour l'entourage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour du pays. Ils ont vécu à l'extérieur du pays. Alors nous, on veut quelqu'un maintenant, des jeunes gens qui ont vécu dans le pays, ils ont grandi dans le pays, ils sont avec nous, ils ressentent les problèmes, voyez-vous, des citoyens. Donc c'est là, s'ils essayent, on va les essayer, je pense que ça va aller. Et récemment, on a vu qu'en Afrique, on a eu
C'est-à-dire, on a eu ces élections justement au Mali, où on a eu près de 24 candidats. 24 bien sûr. Mais pourquoi 24 candidats, 24 personnes, tous se portaient candidats pour devenir président au Mali? Mais c'est ça le problème de l'Afrique. Alors, permets-moi de te dire une chose, parce qu'en Haïti, récemment, il y a quelques années de cela, on a eu des élections et 54 personnes se sont portées candidats pour devenir président. On se demandait pourquoi on devait avoir 54 personnes. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un pays comme le Mali, il y en a qui disent que le Mali aujourd'hui contient 15 millions d'habitants. Mais selon Google, parce que la fois dernière, quand j'étais là, on a regardé à partir de Google. Google nous dit que c'était 18 millions d'habitants. 18 millions d'habitants, avec 24 candidats pour un fauteuil. Voyez-vous comme c'est de la merde. Donc, le système américain ici, par exemple, si avec les 24 candidats, il y a les élections primaires, on voit maintenant les meilleurs qui viennent se croiser à la fin. Maintenant, nous avons des candidats. Maintenant, les citoyens du pays vont voter le meilleur. Mais ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas avoir d'élections primaires en Afrique. Mais bien sûr, parce que la culture politique africaine est tout à fait différente de la culture américaine. Parce que la politique aux États-Unis, dès le commencement, on a débuté avec cette histoire d'élections primaires pour pouvoir arriver à un candidat unique pour chaque parti. Est-ce que tu ne penses pas que le problème que l'Afrique est en train de confronter, c'est ce qu'on pourrait dire, par exemple, que tout le monde a la solution magique, pense qu'avec une baguette magique, on va résoudre le problème de ça. Oui, mais c'est comme ça ils disent aux gens, c'est comme ça qu'on nous fait comprendre. Mais une fois au pouvoir, ils changent complètement de mentalité. On ne sait pas pourquoi. On va prendre une pause, on revient tout de suite.